Des tests qui seront notamment effectués à l'université d'Anvers où vous vous trouvez, Silvia Falcinelli. Oui, exactement. L'université d'Anvers, c'est l'une des universités belges qui vont commencer ces essais cliniques pour la firme Janssen Pharmaceutica en juillet, mais également pour la firme CureVac dès la fin du mois de juin. Alors, ce seront les premiers essais cliniques de phase 1 chez nous en Belgique, mais on sait que d'autres projets de candidats vaccins progressent. On sait notamment que ça avance bien du côté de la KU Leuven, par exemple. Alors, que signifie une phase 1 dans l'élaboration d'un vaccin? Je vous propose d'écouter la réponse de Pierre Van Dem, qui est le responsable du centre d'évaluation des vaccinations ici à Anvers. Et ça veut dire qu'on va regarder justement dans ces phases 1, souvent une phase où on va vacciner environ 50 à 60 sujets, on va regarder la sécurité du vaccin de très près et on va suivre aussi la possibilité de développer des anticorps. Et ça serait vraiment la partie de la phase 1. Une fois que les résultats sont bons et qu'on peut avancer dans la prochaine phase, c'est la phase 2, où à ce moment-là, on va inviter environ 500 à 600 sujets pour faire exactement la même chose. On va à nouveau analyser la sécurité du vaccin, la possibilité de développer une bonne immunité, mais dans un plus grand groupe, donc ça va mieux documenter le produit. Alors, après la phase 1 et la phase 2, si ces phases donnent satisfaction, on passe à la phase 3 avec des milliers de participants. La particularité ici, c'est que comme l'épidémie est en net recul chez nous, cette phase pourrait prendre plus de temps ou demander plus de participants pour réellement être en mesure de démontrer l'efficacité à ce moment-là des candidats vaccins. Merci pour ces explications, Sylvain. La course au vaccin est donc lancée. Nous allons en parler avec Yves Copiters. Bonjour. Bonjour. Alors, on pourrait gagner 2 mois, avoir un vaccin 2 mois plus tôt que prévu. C'est au plus tôt, au mieux, d'après vous, d'avoir ce vaccin? Bon, d'abord, c'est une bonne nouvelle et donc sans doute qu'ils ont eu des bons résultats dans leur phase préclinique par rapport à ce vaccin. Mais je pense qu'il ne faut pas se réjouir trop vite parce que, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est vraiment la phase clinique, lorsqu'on va administrer ce vaccin aux personnes, aux êtres humains, qu'on va voir vraiment son efficacité et aussi ses effets secondaires. Et là, les résultats sont attendus, comme vous l'avez dit, début 2021. Et donc, il ne faut quand même pas se réjouir trop vite. Ce que je voudrais dire, c'est que la course au vaccin, elle est importante dans la lutte contre le Covid-19, mais elle n'est pas non plus essentielle. Il faut aussi travailler sur les thérapeutiques, les traitements. Parce que si on veut vivre avec ce virus de façon latente, il faut surtout des traitements en attendant ces vaccins efficaces et accessibles, bien sûr, et ces traitements qui soient préventifs, ou en tout cas qui puissent mieux gérer les complications et maîtriser les décès. Et ceci dit, en plus, on ne vaccinera sans doute pas toute la population, ce ne sera pas possible. Non, on va faire des choix, et on va faire des choix sur des populations à risque ou des populations prioritaires, que sont les personnels de santé, par exemple. Alors, Yves Copiters, nous allons aussi, comme chaque jour, jeter un œil sur le bilan. Regardons les quelques chiffres que nous avons dégagés. 142 nouveaux cas confirmés, 19 nouvelles hospitalisations, 16 décès, même si chaque décès est toujours un décès de trop. Globalement, on a une tendance à la stabilisation ces dernières semaines. Voilà, le virus circule peu, mais il est toujours présent dans la population et malheureusement aussi dans les maisons de repos et de soins. Donc, comme on l'a dit hier, on est dans une stabilisation basse de l'épidémie et c'est plutôt positif. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a de moins en moins de cas graves, avec seulement 19 nouvelles hospitalisations sur les dernières 24 heures et des services hospitaliers qui se vident aussi en continu. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que ces chiffres sont dus à un ensemble de facteurs. D'abord, la continuité des gestes barrières, le fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui portent le masque dans l'espace public, le fait aussi qu'on a aussi commencé à développer une immunité acquise dans la population. Une étude récente sur le personnel de santé montre que 8 à 9% des personnels de santé sont immunisés. Donc cette immunité acquise commence aussi à protéger une partie de la population. Il y a aussi les facteurs environnementaux qui sont de mieux en mieux documentés. Et puis alors enfin, il y a ce testing plus massif et plus accessible qui commence à donner des bons résultats. Un mot aussi pour comparer ce qui se passe chez nous par rapport au reste de l'Europe. On est dans cette même tendance de stabilisation. Tout à fait. Donc les chiffres en Europe sont encourageants, mais malheureusement la situation à l'échelle mondiale s'aggrave. C'est-à-dire qu'en Europe, on a eu des chiffres très, très positifs parce qu'on a confiné très vite et surtout qu'on a démarré le déconfinement très tard dans la phase descendante de l'épidémie. Et c'est ce qui a empêché, bien sûr, cette seconde vague ou un rebond. Dans les pays où la situation est grave, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Inde, l'Iran et même en Afrique, le Nigeria ou l'Afrique du Sud, c'est qu'ils ont lâché leur déconfinement au niveau du sommet du pic de l'épidémie. Donc trop tôt. Voilà. Et donc ils se trouvent maintenant dans un plateau de transmission maximale. Et pour casser ce plateau, ça va être très compliqué parce qu'ils ont repris leur activité pour toute une série de raisons économiques, de survie et bien sûr sociales. Mais donc ça va être très difficile parce que s'ils ne reconfinent pas leur population, bien sûr les choses vont s'aggraver. Et malheureusement, ces pays rentrent aussi en hiver. Et c'est une saison où les infections respiratoires sont très fortes. Ouais, nous ferons d'ailleurs tout à l'heure le point sur la situation au Brésil, par exemple. Merci pour cette analyse, Yves Copiters. Et par rapport justement au début de l'épidémie, ce qui a aussi changé, c'est la cadence des tests. Elle s'est accélérée, notamment en entreprise, dans les CPS aussi. Et aujourd'hui, justement, à Namur, les résidents et le personnel des maisons d'accueil sont testés. Daniel Velter a pu y assister.
En maison d'accueil depuis plusieurs semaines, c'est au tour de Rosalie de se faire tester au Covid-19. Oui, moi c'est rassurant quoi. Parce que comme on dit, on l'a peut-être mais on ne le sait pas, quoi. On n'a pas les mêmes symptômes, donc oui c'est important, oui. Depuis ce matin, les tests s'enchaînent. Après les maisons de repos, les centres pour personnes handicapées, la Wallonie a donc décidé de tester les maisons d'accueil des CPAS, les bénéficiaires et son personnel. Je pense que c'est important d'être sûr que toute la maison est saine et pouvoir assurer un nouvel accueil dans des conditions correctes. Le centre héberge un public précarisé, accidenté de la vie, qui ne demande qu'à rebondir et qui apprécie de ne pas être oublié. Pour le travail, pour la vie avec les gens et tout ça, vous savez bien, on peut toucher quelqu'un, on peut parler avec quelqu'un, on peut même toucher quelque chose et après on est déjà contaminé. Alors, Les maisons d'accueil sont pourtant conscientes qu'elles font partie du bout de la chaîne en matière de tests. C'est un petit peu les carabiniers d'Offenbach. On arrive quand même au moment où on est en train de parler de déconfinement et où hier il y a eu 10 décès et je ne sais plus, une trentaine de nouvelles hospitalisations. On arrive un peu en retard. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même rassurant. À ce jour, la Wallonie a effectué près de 94 000 tests en maisons de retraite, centres pour handicapés et maisons d'accueil. Et les résultats sont plutôt encourageants. En général, pour la Wallonie, il y avait plus ou moins 5% au niveau des résidents positifs et 4% au niveau des travailleurs. Parce qu'évidemment, il faut le lisser sur l'ensemble des tests qu'on a fait. Mais au début, les cas étaient beaucoup plus nombreux, évidemment. Testés, tous aspirent à présent à retrouver une certaine normalité. Et puis revenons en arrière. Lors du confinement, justement, la police verbalisait les citoyens qui ne respectaient pas les mesures de sécurité. À Bruxelles, par exemple, 6000 PV attendent toujours sur le bureau du tribunal de police. Et des audiences auront lieu cet été malgré les vacances judiciaires. Explication avec Éric Bévert. S'asseoir sur un banc, se coucher dans un parc, se réunir à plusieurs, il y a quelques semaines encore, c'était interdit. La police a verbalisé. Rien qu'à Bruxelles, le parquet a 6000 dossiers sur son bureau. Il va tenter d'en réduire le nombre cet été. Il y a environ 800 dossiers qui pourront être cités devant le tribunal de police cet été. Il y a eu un accord avec le tribunal de police, à savoir qu'il y aura donc une audience par jour, avec chaque fois 20 dossiers qui seront amenés. Et pour nous, au niveau du parquet de Bruxelles, les priorités sont les personnes qui n'ont pas payé leurs transactions pénales et également les récidivistes. Mais il restera plus de 5000 dossiers à traiter après l'été, avec sans doute l'espoir pour certains contrevenants de passer entre les mailles du filet. Il est évident que la charge de la preuve appartient au procureur et donc c'est à chaque fois, je dirais, un travail de bénédictin d'analyser si les éléments constitutifs de chaque infraction, le non-respect des distances, le fait de se balader en rue sans raison légitime, tout ça est en analyse pour pouvoir vérifier si les éléments constitutifs sont réunis et à ce moment-là amener le dossier au tribunal ou sinon le classer sans suite parce qu'il n'y a pas de charge suffisante. Certains estimeront sans doute que la police a verbalisé avec un peu trop de zèle durant le confinement, au risque de surcharger la justice. Mais le parquet s'en défend, il a une autre explication. Il y a eu même des patrouilles surnommées patrouilles Covid. Les policiers ont été effectivement amenés à, et comme tout le monde, changer leur fusil d'épaule et bien voir quelles étaient les priorités. Maintenant, il faut aussi se dire que forcément, comme il y avait très peu de monde en rue, il y avait peut-être moins de vols à la tire, il n'y avait pas de touristes à Bruxelles, donc il y avait moins de vols à la tire. Donc effectivement, la répartition de la charge policière et la charge du parquet a également évolué avec une priorité qui a finalement changé de camp. Mais on doit aussi s'adapter à l'évolution des règles de la société, même si c'est pour 2-3 mois, il faut effectivement qu'on s'adapte, les services de police comme le parquet. Mais attention, le confinement est peut-être terminé. La police continue de verbaliser au nom du Covid-19, notamment si on ne porte pas le masque, là où c'est obligatoire. Des pénalités financières aussi dans les centres de contrôle technique. C'est comme ça quand la voiture n'est pas présentée à temps. Et attention, avec le Covid-19, c'est uniquement sur rendez-vous. Certains automobilistes se sont d'ailleurs fait piéger. Voyons cela avec Arnaud Pilet.